Alors, je remercie au nom des organisateurs tous ceux qui étaient là ce matin et qui reviennent en plus pour beaucoup. Donc, c'est très sympathique de votre part parce qu'on est souvent, les colloques se passent avec 8 ou 10 personnes. Là, on en a quand même un certain nombre. C'est plus intéressant pour nous. Nous sommes tous les trois bien désolés de ne pas pouvoir vous accueillir en présence réelle, où il y aurait la convivialité, il y aurait le banquet, il y aurait le partage. Là, on a déjeuné sur le pouce, mais sans votre présence, c'est moins sympathique, évidemment. J'espère que tout le monde a eu le temps de manger un peu, de se reposer. Et on va accueillir maintenant un nouvel intervenant. Attendez, faut que je... Ah, ça y est, tu l'as autorisé? Oui. Je t'ai pas mis encore comme présentateur. Attends, il faut que je te mette Florent, présentateur avec... Ah bah non, t'es modérateur déjà, c'est bon. Non, t'y es pas encore? Ah non, mais comment? Mais j'ai plus alors. Parce que j'ai mis... Ah, on peut peut-être en mettre que 3 alors. Oui. Et comme il y a Mathieu qui est déjà... Alors, donc je vais présenter... je pense que c'est moi qui est le plus approprié pour ça. Donc, je vais vous présenter le nouveau... Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que il y a des gens qui ne m'entendent pas? Ou est-ce que il y a un souci? Tout va? Bien. Alors, parfait. Si quelqu'un avait un souci, qu'il nous écrive immédiatement. Donc, nous allons accueillir maintenant un nouvel intervenant. Il s'agit de Monsieur Marc Rochette. Alors, Marc Rochette est ethnologue de formation et un spécialiste de l'Océanie. Alors, quand je dis spécialiste, véritablement, parce qu'ils sont rares quand même, et en plus, il a passé plusieurs années sur le terrain aux Fidji, hein, c'est ça, Marc, a travaillé notamment sur les relations politiques, sur la transmission du pouvoir, sur l'hérédité au sens royal, au sens de la maison, dans une société hiérarchisée, c'est ça, c'est hiérarchisé là-bas? Tu le préciseras. Et il a été le premier, et aujourd'hui il ne l'est plus parce qu'il a quitté ses fonctions pour d'autres fonctions, mais il était très longtemps, le premier d'ailleurs, chargé des collections ethnologiques et anthropologiques à la Bibliothèque nationale de France, ce qui est pas rien. Donc il a eu affaire avec toutes les archives, non seulement de la BNF, qui sont très nombreuses, ça n'a pas l'air, en ethnographie, en archéologie, mais aussi avec les carnets de notes, hein, les archives personnelles de nombre de grands chercheurs. Alors, pour à l'occasion le signaler. Et depuis 2 ans maintenant, il est chargé de cours, c'est ça, hein, 2 ans, hein, 2 ans. Chargé de cours à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg, notamment concernant l'Océanie et également la parenté, c'est un spécialiste, et l'anthropologie politique, c'est-à-dire les relations de pouvoir avec basé sur son terrain en particulier, mais pas que. Donc, je donne la parole maintenant à Marc, qui va nous parler des Fidji et notamment, plus spécifiquement, du banquet aux Fidji, évidemment, les banquets traditionnels. À toi la parole, Marc. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous. Alors, j'espère que ça va. Pierre, on m'entend bien? Oui, c'est très bien, très bien. Oui, oui. Très bien. Merci. Donc, merci pour cette présentation. Et je me permets d'y ajouter que j'ai quitté les fonctions dont tu parlais à la Bibliothèque nationale de France pour non seulement avoir une charge de cours à l'Université de Strasbourg, dont vous m'avez honoré, mais surtout parce que j'exerce maintenant en tant que psychothérapeute, puisque je pratique en libéral la psychothérapie, et surtout une forme de psychothérapie qui s'appelle la Gestalt thérapie. Alors, comme vous savez pourquoi je parle de ça, mais ça fera sens dans la suite de l'exposé, parce que c'est pas seulement
c'est bien sûr, et c'est mon métier, une forme thérapeutique, mais c'est aussi une façon de regarder le monde et de regarder l'existence. Et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées suite aux travaux des premiers psychothérapeutes dits gestaltistes. Et je crois qu'ils offrent une percée dans la compréhension du fonctionnement de l'humanité dans son approche. Voilà. Donc vous en serez juge et je pourrais illustrer ça à travers justement l'exposition de ce qu'est le banquet. À Fidji, plutôt le festin. Allez savoir pourquoi les Anglais ont plutôt traduit le terme fidjien par feast que par banquet, qui existe aussi en anglais. Mais voilà. Alors, un petit mot d'abord sur le titre. Bon, dans le programme du colloque, je n'avais pas encore trouvé le titre. Et en fait, c'est comment créer une vie d'abondance. Parce que c'est exactement de ça dont il s'agit à Fidji. C'est le banquet, en quelque sorte, permet aux individus qui l'organisent, qui participent, et à la société qui est constituée par ces individus, en quelque sorte de retrouver une forme optimale en tant que société et en tant que groupement d'individus. Le banquet a une vertu, on dirait aujourd'hui, de résilience. Alors c'est quoi la résilience? C'est un mot qui est souvent lu, mais la résilience, c'est la capacité d'une chose à reprendre une forme initiale, prendre sa forme initiale après un choc. On parle de résilience des voitures, par exemple, après un accident, etc. Et ce terme est tout à fait approprié, je crois, à ce qui se passe dans le banquet. C'est que la résilience va permettre justement de vivre pleinement cette abondance. J'y reviendrai. C'est le banquet, et vous verrez, ça permet de quoi? Ça permet de faire émerger le bon, de vivre le bon dans l'interaction sociale, de vivre pleinement les valeurs les plus hautes que la société fidjienne, que la culture fidjienne s'est donnée à elle-même, en quelque sorte. Et cette valeur la plus haute, c'est quoi? C'est vivre une vie d'abondance. Alors en Fidji, on dit Sautu. Sautu, c'est un terme, j'y reviendrai en conclusion, qui veut dire à la fois la paix et l'abondance à Fidji. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors, excusez-moi, voilà, j'avance dans les diapos. Ok, oui, juste un petit mot rapidement. Alors Fidji, pour ceux qui ne voient pas trop où c'est, je ne sais pas si la carte est bien visible, là c'est le Pacifique Sud. Alors, Fidji se trouve, là vous voyez, il y a au milieu de la carte, il y a ce qu'on appelle la deadline, International Deadline, c'est là où les jours, on change de jour. Ceux qui ont fait ça, je pense que c'était les Anglais, ils l'ont mis exactement à l'opposé de l'Angleterre, donc c'est évidemment à l'autre bout du monde, dans le Pacifique Sud, et Fidji est juste à côté de ça. Et Fidji, si vous voyez bien, se trouve au centre du Pacifique, à la pointe de ce qu'on appelle, ce qui se trouve à la droite de la carte, le triangle polynésien, donc de l'influence de l'ère culturelle polynésienne, et à la gauche, les cultures dites mélanésiennes. Alors aujourd'hui, en Océanie, c'est extrêmement débattu, est-ce que c'est pertinent, etc. Mais je crois qu'il y a quand même de grandes influences culturelles. Et Fidji, et le banquet à Fidji, appartient dans une large part, mais pas uniquement, aussi au complexe culturel du banquet en Polynésie. Donc c'est plutôt ce qui est sur la droite. Il y a beaucoup de résonances, mais les caractères spécifiques fidjiens sont extrêmement prononcés. Je n'aurai pas le temps de montrer ces différences, ces ressemblances, ce serait vraiment nous amener beaucoup trop loin dans l'exposé. Mais voilà, sachez ça. Ça y appartient un petit peu, il y a des rémanences, il y a même des termes de vocabulaire qui sont polynésiens, qui viennent de Tonga, mais il y a une spécificité absolument fidjienne. Voilà, pardon, à chaque fois je me trompe pardon, ok. Voilà, alors, je vais commencer l'exercice par faire un petit peu de ce qu'on appelait à l'université il y a longtemps de la théologie négative. On ne sait pas trop ce qu'est Dieu, mais on sait ce qu'il n'est pas. Peut-être commencer par dire ce que n'est pas le banquet à Fidji. Parce que aujourd'hui, il y a un petit peu, je dirais une pensée du monde, il y a des choses qui nous viennent du monde et qui disent que c'est que
des banquets à Fidji, le mot circule un petit peu partout. Mais je voudrais justement préciser ça. Alors, voilà, la première chose, alors je suis content de passer, alors que vous êtes tous en pleine digestion, et j'aurais eu quelques scrupules à vous montrer ces diapositives juste avant le repas. Voilà, mais souvent sont présentés aujourd'hui, alors à votre gauche, vous avez un appétissant buffet qui s'appelle un Fijian Lovo. Alors Lovo, c'est le nom pour le four en terre que l'on fait à Fidji, dans lequel on peut cuire des aliments d'une façon cérémonielle, et qu'on retrouve dans des hôtels de luxe, des resorts, et où je dirais, inclusive, où il ne soit pas inclus ce type de buffets qui sont très sympathiques et qui sont présentés comme typiquement fidjiens. Alors, la nourriture est parfois fidjienne, mais la façon de consommer, etc., n'a rien à voir avec ce que nous allons traiter aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est une chose qui arrive peut-être encore plus fréquemment et qui est, ma foi, fort sympathique, c'est le fait de manger un repas ensemble avec des Fidjiens, voilà, échange de nourriture, avec des blagues, etc. C'est un petit peu la convivialité d'un repas partagé. Alors, ça, ce n'est pas un banquet non plus. Ça peut être un moment sympathique, mais ce n'est pas exactement ce qui fait la spécificité de ce que j'ai traité et de ce qu'est un banquet fidjien. Je dirais même, c'en est un peu posé, mais on va voir comment. Alors, attendez, hop. Voilà ça. Alors, les dernières choses, ce n'est pas non plus, alors ça, c'est une photo, une mise en scène totale coloniale du 19e siècle par le premier studio de photographie qui était aux îles Fidji, qui s'appelle Cairns on Genieve, et qui était l'un des premiers studios photographiques du Pacifique Sud. Voilà, c'est le festin cannibale. Il y a eu beaucoup il y a toute une littérature, toute une esthétique, et puis je dirais presque une ritournelle autour de cette association à Fidji. Le banquet, le festin, intégrait un repas cannibale. Alors, oui, il y a eu bien sûr, à Fidji, il y a eu comment s'appelle, le mokola, la personne sacrifiée et qui était en partie mangée dans certains rituels, ça a existé, oui. Mais le banquet, c'est pas uniquement ça. Alors, je passe là-dessus. Voilà, c'est l'importance dans l'image occidentale, le cannibalisme associé à Fidji. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, je vous ai montré ce livre, Atom in Fidji, parce que la couverture représente ce qu'on appelle une cannibal fork, c'est-à-dire une fourchette pour le repas cannibale. En plus, c'est complètement faux, c'était juste une fourchette qui était utilisée dans un but rituel, alors qu'on n'avait pas le droit, que les conditions rituelles dans lesquelles était placée la personne qui devait manger, il n'avait pas le droit de toucher la nourriture avec ses doigts, hein, pour ne pas la souiller. Donc, c'était pas forcément pour manger de la chair humaine, c'était pour manger tout type de nourriture. Voilà. Donc, bon, je passe là-dessus, mais c'est pour dire à quel point c'est prégnant. Alors, finalement, je peux en venir à notre sujet. Qu'est-ce qu'un festin fidjien? Alors, les choses, pour être déjà, il y a deux. Alors, vous voyez peut-être un peu la carte postale du 19e siècle aussi, mais là, c'est une photo, elle est absolument pas. Bon, les spectateurs posent, et je peux vous dire, ils posent surtout parce qu'il y en a deux qui sont debout, ce qui est pas tellement l'attitude cérémonielle recommandée pour ce genre d'occasion, j'y reviendrai. Mais ce que vous voyez derrière vous, un petit peu, il y a des amas de nourriture à prêter. Alors, il y a des murs de nourriture. On distingue un petit peu des cochons qui sont avec des tubercules. Voilà. C'est-à-dire que c'est une présentation de nourriture, un échange de nourriture. Alors, il y a deux grandes façons, il y a deux grands moments, il existe encore deux grands moments dans la vie culturelle fidjienne où interviennent les distributions, les échanges de nourriture qui vont être ensuite mangés. Le premier s'appelle Mangiti. Alors Mangiti, c'est celui qui va nous occuper. C'est le terme Mangiti veut dire en fait nourriture, tout simplement.
Et ça a donné son nom au banquet cérémoniel. Et le deuxième s'appelle Solez-vous. Alors, Solez-vous, ça veut dire, si on traduit ça, les-vous, ça veut dire grand, et so, c'est comme quand on marque un but au foot. C'est marqué, voilà. Donc marqué beaucoup. Et là, il s'agit plutôt d'une compétition entre deux groupes rivaux de Fidjiens, où il va y avoir une forme de potlatch, c'est-à-dire chaque groupe va essayer d'apporter le plus de nourriture possible pour montrer à son rival que c'est eux qui en ont le plus et gagner cette compétition. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'un peu à part. Dans le Minditi, c'est au contraire l'opposé. On va apporter la nourriture, un groupe va apporter la nourriture pour la distribuer à un groupe étranger et vice-versa. Alors, les premières rencontres avec les Européens ont été, et ça c'est un fait qui est connu même si vous n'êtes pas spécialiste du Pacifique Sud, c'est extrêmement connu dans la littérature. Les premières rencontres avec l'Occident des sociétés polynésiennes et fidjiennes aussi sont marquées par une volonté des populations d'intégrer dans un cycle d'échange de nourriture et de marchandises, les Européens. C'est passé avec plus ou moins de bonheur. Je pense, pour ceux qui connaissent l'histoire du capitaine Cook, voilà, c'est arrivé jusqu'à son sacrifice. Et comment mais ça a été la première chose qui a constitué le contact. Le contact avec l'altérité absolue que représentait l'Occident, les navires occidentaux, les biens occidentaux, a essayé d'être intégré à travers justement ces échanges et ces échanges de nourriture en particulier. Alors, plus près de nous, mais il y a quand même plus d'un siècle maintenant, il y a un missionnaire britannique qui s'appelait Dean et qui avait le révérend Dean, qui travaillait à Fidji, qui avait aussi des velléités ethnographiques, résumait l'importance du banquet à Fidji en disant cette phrase lapidaire, un petit peu empreinte de condescendance, mais qui touche juste. Il disait, si on retire le festin aux Fidjiens, si on leur retire la possibilité d'organiser des festins, ça reviendrait à les laisser vivre une existence ennuyeuse et monotone. Et je crois il avait perçu, malgré, je ne recommande pas particulièrement ces livres d'ethnographie qui sont bourrés de contresens et de préjugés, mais là, je crois qu'il avait senti quelque chose d'extrêmement sensible. C'est que le banquet permet aux Fidjiens, et là, j'avais employé tout à l'heure en introduction le mot de résilience, mais permet d'enrichir la vie. Alors, rentrer directement dans le banquet, alors excusez-moi, c'est le personnage à l'écran, c'est votre serviteur il y a quelques années, quand j'étais aux îles Fidji. Qu'est-ce que ça veut dire déjà de manger de la nourriture à Fidji? C'est quelque chose auquel je ne m'étais pas vraiment intéressé. Et cette photo, c'est pour ça que je vous la montre, parce que c'était lors de mon premier voyage aux îles Fidji, dans le sud des Fidji, aux îles Lao. Et c'est mes hôtes qui m'ont demandé ils m'ont offert une noix de coco, ils m'ont dit on va te prendre en photo. Et c'est eux qui ont eu l'initiative. J'étais très très surpris, je me suis dit c'est bizarre, ils sont déjà influencés par toute l'imagerie hollywoodienne, qu'on se fait de même, etc. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et en fait, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient que je rapporte avec moi, parce que c'était le jour où je partais, qu'ils ont pris cette photo, que j'avais mangé les fruits du pays. Parce qu'ils m'ont donné leurs fruits. Et il faut savoir qu'à Fidji, ce qu'on appelle les fruits du pays, voa, c'est V-U-A, ça veut dire les fruits, voa ni vanois, les fruits du pays, ça désigne aussi les gens. C'est synonyme. On dit les fruits de tel ou tel endroit, ça veut dire les gens de tel ou tel endroit. C'est exactement le même mot. Donc, il y a une très grande importance, quand vous arrivez là-bas, si vous voulez être intégré, de manger les fruits du pays. En tout cas, on vous les offre et vous les mangez.
Alors voilà, là c'est encore deux clichés de cette époque. Excusez-moi pour la qualité des photos, moi non plus, j'ai pas numérisé mes photos et je les ai prises avec mon téléphone pour les mettre là-dessus. Donc la qualité n'est pas au rendez-vous, mais j'espère vous voyez suffisamment. Comment? Alors là, la photo en haut à gauche, c'est justement, je rendais visite, une visite complètement impromptue à des gens que je connaissais pas dans un endroit, et immédiatement ils se mettent, et là, il y a ce vénérable monsieur que je connaissais pas à l'époque, voilà, tout de suite, m'apporte des fruits, et c'est la première chose qui se passe. Quand vous arrivez, on vous accueille, on vous donne des fruits. Et ensuite, et là vous voyez, la photo sous le vigilant de l'autre qui m'avait accueilli. Là, je suis en train de boire la boisson locale qui n'est pas alcoolisée, qui a des petits effets, mais pas sous de l'alcool, qui s'appelle le cava. Et c'est toujours une façon de plus. Il faut, pour vous intégrer, non seulement manger les fruits du pays. Là, je ne sais pas bien si vous voyez bien à l'écran, mais vous voyez que la coupe de cava est absolument pleine. Et ça, c'est très important. Il faut que vous demandiez toujours que ce soit plein. Sinai, on dit en fidjien. Et voilà, Sinai, ça veut dire c'est plein. Et jusqu'à ce que votre eau soit saturée, soit complètement saturée. À la fin, vous dites, et ce qui est étonnant, c'est que c'est une phrase qui est pas fidjienne, mais qui est souvent, il y a beaucoup de mots tongéens, donc de proche Polynésie, en fidjien, Samama, oh, que votre principe vital soit absolument plein. Et dès que ça se produit, eh ben, les gens commencent à vous intégrer et peut apparaître, si vous voulez, vous pouvez apparaître sous une forme de beauté parce que vous êtes gras, vous êtes devenu gras par les fruits du pays. Le mot qui veut dire beau et le mot qui veut dire gras, gros, c'est oulo, oulo. Et après, quand ça fait quelques temps que vous êtes là, vous mangez les fruits du pays, souvent, vous passez et on vous intègre oulo, oulo. Voilà, parce que voilà, vous êtes devenu appétissant, vous n'êtes plus un simple étranger, vous êtes aussi quelqu'un qui a intégré ce qui se passe ici. Et voilà, et donc vous recevez ce compliment qui peut être à double tranchant. Et j'ai en mémoire l'un de mes maîtres en anthropologie qui s'appelait Henri Lavondès, qui enseignait à Nanterre et qui lui avait travaillé aux îles Marquises. Et il racontait comment, aux îles Marquises, une marquisienne apparemment éprise de lui, avait composé une ode, parce que son grand poète, comme vous le savez, aux Marquises, ils n'ont pas attendu Jacques Brel, il l'était déjà, et comment lui avait composé une ode qui disait à peu près ceci: tu es si beau, tu es si gras, que tu aurais fait un magnifique repas pour nos ancêtres. Voilà. C'est donc l'importance de grossir avec les fruits du pays. Voilà, alors là, pardon, c'est une citation, j'aurais peut-être pu vous épargner ça, mais c'était important pour moi. Elle m'est venue, c'est tiré de l'art d'aimer d'Éric Fromm, et je crois que Fromm avait saisi quelque chose parce que le festin, c'est, alors nous, bien sûr, on pense au banquet qui parle de l'amour, mais c'est de ça dont il s'agit. Là, je lis une partie de cette référence de cette citation, pardon, et réflexion d'Éric Fromm. Il dit, restant prisonnier du paradoxe, la pensée ne nous relève que son impuissance à nous livrer à la réponse ultime. La seule manière de saisir radicalement le monde ne réside pas dans la pensée, mais dans l'acte, dans l'expérience d'unicité. Voilà. Et je veux reprendre cette réflexion de Fromm dans son art de l'amour pour l'intégrer à ma réflexion et à notre voyage dans le banquet fidjien. C'est une cosmogonie en acte. Toutes les notions, tous les concepts que nous abordons, ils ne sont pas dits, ils sont actés. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, voilà, c'est premier d'un contemporain auquel j'avais assisté, c'est dans la capitale. C'est dans la capitale Suva, qui est une ville extrêmement moderne, avec des buildings, des automobiles partout, etc. Et là, vous voyez des gens qui sont assis, vous voyez des tubercules sur le côté. Et bon, je reviendrai un petit peu sur la description. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas de façon traditionnelle, moins aujourd'hui,
Mais c'est dans quel contexte? Quel est le contexte où intervient le Mindgiti? Le Mindgiti, l'échange de nourriture pour être consommé intervient lors de grands rituels de transformation ontologique. C'est-à-dire lors soit d'initiation, homme ou femme, soit de mariage, d'installation d'une personne d'autorité, une personne obtient un nouveau statut, soit lors de la pose des fondations pour un temple, pour une maison commune, soit pour l'arrivée par la mer, exclusivement, d'un étranger de prestige. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est dans un acte fondateur, où une transformation, je dirais, ontologique de l'être de la personne qui vient est considérée comme changeant, est considérée comme se transformant. Voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, certes, moins aujourd'hui, mais plus dans un contexte traditionnel, le mot pour le travail à Fidji est exactement le même mot que pour faire un rite. C'est saka-saka. Saka-saka, c'est-à-dire travailler, ça veut dire aussi officier. C'est exactement le même mot. Il y a l'idée derrière tout ça que toute action humaine, toute intervention de l'homme dans son contexte, dans son contexte naturel, dans son environnement, toute transformation de l'environnement produite par l'homme est une forme rituelle. Elle ne peut pas se faire n'importe comment. Voilà. Et justement, quand il y a ces grandes manifestations où interviennent le Mindgiti, l'échange de nourriture, c'est considéré comme hors du cadre du travail rituel. C'est un temps complètement à part. Il faut bien avoir conscience de ça. Je vais développer ça. Alors voilà. Là, j'ai fait une jolie courbe sur PowerPoint et je me suis inspiré des travaux d'un gestalt thérapeute qui s'appelle Joseph Zinker et qui a observé un cycle de l'expérience, qu'on appelle le cycle de l'expérience. C'est-à-dire que comment, pour qu'une expérience soit parfaitement intégrée par un individu, qu'elle puisse en tirer tous les fruits, comment celui-ci va procéder par différentes phases pour entrer pleinement dans cette expérience et en ressortir afin quoi? De pouvoir vivre d'autres expériences. Pas rester avec des morceaux d'une expérience précédente qu'il ramènerait dans l'autre, et là, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Et justement, je me suis inspiré de ces observations et je trouvais que ça correspondait bien à ce qui se passe dans cette expérience cérémonielle dans laquelle intervient le festin fidjien, le Mindgiti. Alors, ça commence, bon, en bas, si on part de la base gauche de la courbe, il y a le retrait, c'est-à-dire ce qui se passe avant. Et d'abord, il y a une phase de pré-contact. Le pré-contact, alors, pour les cérémonies dans lesquelles interviennent les festins fidjiens, c'est très simple, on sonne, il y a des hommes qui sont préposés à ça, c'est une trompette faite avec un coquillage, ça sonne très très fort, comme ça, et comment? Et alors là, immédiatement, t'arrêtes. Je peux vous dire qu'il y a un silence, autant de monde que vous voulez, c'est un silence, je le dis, de mort, voilà, oui. Et je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, ces rituels ont aussi lieu lors des funérailles de personnes d'autorité à Fidji. Donc là, ça donne le signal à tout le monde qu'il ne faut plus qu'il y ait un. Ensuite, il va y avoir des gens qui, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence, vont se déplacer pour mettre en place les gros amas de nourriture que vous avez vus, etc. Il peut y avoir aussi des monstrations de temps en temps, de danse, des choses comme ça, ça peut arriver, mais c'est extrêmement connu, quoi. C'est pas tout le monde se met à danser, et c'est le bazar. Non, c'est très précis, bref, et voilà. Et après, voilà, c'est comme une étoile. Oui. 10 minutes avant le passage au débat. À 10 minutes, je crois que j'avais 1 heure. Non, 1 heure. D'accord, ok. Bon, alors, ok, alors je fais vite. Alors,
le plein contact, c'est la transformation ontologique. Et ensuite, le moment d'intégration de l'expérience, c'est là où intervient le festin, le partage du festin. Alors, c'est le partage du festin, et ensuite, il y a un moment d'assimilation de l'expérience de la cérémonie où les gens reçoivent leur festin et après repartent chez eux. Parce que le festin n'est jamais consommé sur place, il est consommé à la maison. Et ce qui est le plus... Alors on peut se demander quelle est la nécessité de cela, parce que... voilà. Alors, puisque le festin, ben, c'est quoi? Ce sont des choses que les gens mangent absolument ordinairement. Il n'y a pas une nourriture particulière. En tout cas, pas trop. Il est composé essentiellement de deux types de nourriture. Et là, vous en voyez à gauche un type de nourriture qui est crue, qui sont essentiellement des tubercules ou alors des fruits comme des taros, des ignames, fruits de l'arbre à pain, noix de coco, qui s'appelle canandina. C'est la nourriture vraie, c'est la nourriture de base des Fidjiens. Et pour les festins, les mangiti, on y associe, ce qui était assez rare à l'époque traditionnelle, moins maintenant, on y associe ce qu'on appelle le ikoi. C'est une nourriture, c'est-à-dire le complément. C'est une nourriture souvent carnée, alors ça peut être des cochons, ça peut être des tortues, et ça pouvait être aussi, le ikoi pouvait être aussi le fameux mbakola, qui était la victime sacrificielle qui pouvait parfois être mangée. Voilà. Et comment? Donc, et ça peut être aussi des gâteaux sucrés, puddings qui sont cuits au four. Voilà. Alors, je passe rapidement là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le fameux four polynésien qu'on trouve à Fidji, le lovo. Alors, tout de suite, là, je casse un mythe. Hein, dans le mangiti fidjien, peu importe que la nourriture soit cuite ou crue. Hein, c'est absolument secondaire. La notion crue-cuite, suite à Lévi-Strauss, qui a été un peu reprise, à mon sens, pas avec grand bonheur par Marshall Saïs, n'est pas opératoire. C'est pas ça du tout qui est en jeu. Il y a des choses qui sont cuites, d'autres qui ne le sont pas, mais c'est pas le problème. Voilà, donc là je vous montre rapidement, on prépare, par contre elle est toujours apprêtée. Là ce sont des paquets de kava qui sont spécialement apprêtés pour le rituel. Voilà. Il peut y avoir aussi des échanges, viennent s'y ajouter des échanges de biens prestigieux. Ça arrive en même temps. Voilà, c'est-à-dire que cet espace-temps hors du temps du travail et du rituel habituel permet de montrer et de faire un certain nombre de choses. Alors, je passe un peu rapidement là-dessus. Voilà. Alors, le festin intervient après une consécration dont il y a un prolongement. Là, c'est un chef fidjien qui était Sir Ratumara, qui est le premier président de la République fidjienne, qui était fait grand chef de Lao. Et là, il intègre, et c'est-à-dire qu'il devient un espèce de ancêtre vivant. Yo Kalao, je suis un ancêtre. Ancêtre, voilà ce que ça veut dire, Yo Kalao. C'est-à-dire qu'il prend le titre d'ancêtre. Il n'est plus un simple humain. Voilà. Le partage du festin. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo des années 50, où on voit un homme qui est souvent un notable. Son but, dans un silence total, il arrive, il n'y a pas un bruit. Vous imaginez ça, il y a des milliers de personnes, des fois. Il pose ses mains sur la nourriture et il dit, voilà, cette part-là, eh ben, elle est pour monsieur Pierre Leroux de l'Université de Strasbourg, et celle-là pour Marc Rochette qui habite, etc. Et donc, et on met de côté une part, voilà, et les gens sont très attentifs à ce qui se passe. Les participants reçoivent une part. Ça, c'est très important. Chaque personne reçoit une part. Il n'y a personne n'est abandonné. Quel que soit son rang, son statut, non, tout le monde reçoit une part. Alors oui, ça c'est une parenthèse. Les grandes productions culturelles comme les Noé, Dautner, etc., bien sûr, sont inaugurées avec des mangiti durant les festins. Alors, je voudrais maintenant attirer votre attention sur des reflets que j'appelle phénoménologiques du mangiti. La notion de posture, de travail sur soi et avec les autres est essentielle. On va voir pourquoi. Alors, il y a un proverbe fidjien qui a fait florès et
à Fidji, tout va par deux où les requins attaquent. C'est-à-dire que impossible d'être dans un festin, dans une cérémonie, seul. On est toujours accompagné de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui officie pour vous et vous officiez pour lui. Voilà. C'est une notion de service, de réciprocité. Vengaravi, ça veut dire, veille, c'est ensemble, c'est-à-dire ensemble, et c'est rendre un service réciproque. Hein. Si vous allez dans un festin, le premier auquel j'ai assisté, il y a immédiatement quelqu'un qui s'est collé à moi, il m'a dit, je suis là pour te servir, à te protéger. Je me demandais de quoi j'avais besoin, mais non, c'est comme ça. Voilà, là c'est une photo, ils sont en train de consommer du kava, qui est la boisson qui permet d'introniser une autorité lors des cérémonies fidjiennes, et vous voyez en fait, les gens sont face à face. Ce sont des Vengaravi, ils se servent l'un et l'autre. Hein, et la personne, on ne voit pas, mais là, il y a en face de la bassine où ils boivent le kava, il y a une ficelle, et il y a la personne à la coupe. Voilà, une photo. Voilà. Cette notion de donc, le moment où intervient le festin, on fait ensemble. C'est ça, l'idée qui est derrière. Alors, attendez, excusez-moi, je fais une média positive. Voilà. Alors, il faut bien savoir que l'attitude qui est la règle, ces cérémonies, dans un silence absolument, un silence de mort dont je parlais, les Fidjiens disent qu'elles sont ebimbi, c'est-à-dire que c'est lourd, il y a une lourdeur, il fait très chaud, etc. Mais c'est pesant, il se passe des choses importantes. Et souvent, les gens vous voyez, ils sont accroupis, etc. Et quand ils doivent être debout, là, ils présentent des noix de coco, ils le font en pliant les genoux, accroupis. C'est montrer, on joue, même, je dirais, on joue le poids de ce qui est en train de se passer. Voilà. Autre attitude typique, là, ce personnage dans les années 50, mais c'est encore comme ça maintenant, offre une coupe de cava. Ça, c'est une posture qui ferait rire des Fidjiens en temps normal, si vous voulez. Mais là, je peux vous garantir que personne ne rit. Et c'est très important, c'est une façon, c'est un petit peu comme on offre à l'empereur avec stupeur et tremblement quelque chose. Là, il faut avoir une attitude absolument humble. Et donc, on plie les genoux, on s'accroupit. Pareil, il y a des danses. Les mékés, je ne pense pas que les guerriers se battaient dans une posture comme ça. Mais vous voyez, encore, il y a toujours cette position basse. Là, c'était des Fidjiens qui préparaient justement des danses pour un mangiti. Voilà. L'attitude générale, c'est vaka malua. Il faut accueillir en silence, en contemplant, dans une posture d'humilité, de calme, de modestie. Et, on les voit très mal. Bon, je suis désolé. Bon, là, ce qu'on voyait, c'était des guerriers qu'on appelle les batilovos, qui sont les bords du four. Ils sont là dent, bati, c'est-à-dire à la fois bord et dent. Ce sont les gardiens du festin, et eux ont pour fonction aussi de faire respecter cette attitude. S'il y a quelqu'un qui fait le moindre bruit, je peux vous assurer qu'il passe un mauvais quart d'heure. Bon, avant, il prenait un coup de massue, c'était réglé. Maintenant, ça se passe différemment, mais je déconseille de faire du bruit lors de ces cérémonies. Voilà. Alors, le Mangiti est passé à travers différentes phases. Il a été complètement réinvesti à l'époque coloniale par le pouvoir britannique afin d'asseoir son autorité, de faire intégrer son autorité, d'intégrer son autorité dans la culture fidjienne. Il est aussi encore, et là ça choque souvent les Occidentaux, il y a eu beaucoup de coups d'État à Fidji, et à chaque fois qu'il y a un coup d'État, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Une cérémonie pour réconcilier tout le monde. Et alors donc, certains ne se privaient pas de dire que, voilà, ceux qui faisaient les coups d'État manipulaient la tradition pour, justement, pour asseoir leur autorité qui était considérée comme illégitime. Voilà. Aujourd'hui, un Mangiti peut être utilisé, fait à l'occasion de l'inauguration d'un poste de police locale, par exemple. Ça, c'est une photo que j'avais prise à l'époque.
Voilà. Alors, je veux finir en donnant quelques clés rapidement sur ce que permet, à mon sens, l'échange de nourriture entre populations à Fidji. Parce qu'il s'agit quoi? Finalement, vous apportez des tarots et des cochons et vous recevez des tarots et des cochons. Mais ce que vous donnez, c'est la part de comment ça s'appelle? C'est la part qui vous appartient dans la nourriture que les autres vont manger. Vous mangez ce qui est ce que autrui a mis dans sa nourriture dans votre quotidien. Voilà, c'est ça aussi. Alors, le festin permet de prolonger les effets de la cérémonie, d'acter le renouvellement des alliances, oui, et d'intégrer la part des divinités d'autrui en chacun. Oui, parce que les fruits, le mot fruit, on dit vous c'est tout ce qui sort de la terre. Alors, fruits, ça peut être des tubercules, je sais que c'est pas des fruits en français, mais ça peut être aussi des noix de coco, et ça peut être aussi des cochons. C'est ce qui sort de la terre. Et le vous, ce qui pousse, c'est le même nom qui dessine l'ancestralité. Hein. Donc, c'est ce qui vient de l'ancêtre. C'est intégrer cette part de l'ancestralité. Donc, on donne pour que l'autre intègre la divinité qui est dans votre terre, et vous intégrez sa divinité. Alors, le festin permet de quitter un contexte sociétal chaotique. Marc, oui, Pierre? Pardon, 5 minutes pour conclure parce qu'il faut qu'on. Ouais, c'est bon. Je suis désolé, on ne se rend pas compte. Non, sois pas désolé. Et comment? Non, alors le festin permet de quitter un contexte sociétal chaotique qui s'appelle Ivalu. Alors souvent, la société fidjienne, traditionnellement, a été une société très guerrière. Les coups d'État récents montrent qu'elle est restée d'une certaine manière aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et ça permet de quoi? De se reconnecter, et justement, je l'évoquais au début, à tout ce qu'il peut y avoir de paisible, de co-création ensemble dans la société. Je prends la divinité d'autrui, je lui donne une partie de ma divinité, les fruits de mon pays qui sont chargés de tout ce que mes ancêtres ont produit, et ils l'intègrent. Et ça, c'est une expérience et de la paix et de l'abondance. C'est comme ça que les Fidjiens le conçoivent. Alors là, j'ai fait une croix, excusez-moi. Fondamentalement, le festin, il permet un réalignement, une actualisation de chaque participant à sa propre personnalité. C'est-à-dire que la vie comprend des épreuves, des moments disruptifs, etc. Mais là, il trouve un moment, dans le silence, dans l'échange, dans la contemplation de la cérémonie, de retrouver sa part de divinité, et de retrouver aussi la part de divinité d'autrui. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'échange et en lui-même. Et c'est ainsi que circule le fameux mana. Le mana, c'est un processus qui se transmet dans le rituel à travers les hommes, mais qui concerne, au-delà des hommes, les ancêtres qui les ont amenés sur Terre. Alors, ce qui est consommé dans le festin, je disais, c'est la part de soi qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avant n'est plus d'actualité. Maintenant, il y a besoin, et c'est pour ça que c'est utilisé encore aujourd'hui après l'État. Voilà, allez, j'ai pris le Parlement en otage, etc. Mais c'est pas grave, maintenant on fait autre chose et on se retrouve tous dans la paix. Alors quand les journalistes australiens voient ça, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que marche la démocratie. Mais les gens, oui, certains disent oui, mais non, nous on fait comme ça, etc. Voilà, c'est fonder une nouvelle alliance avec l'autrui dans un but supérieur de vie. Le festin permet l'avènement d'une notion. Quand vous allez à Fidji, la première chose que vous avez prononcée, c'est Mbula Vinaka. Mbula Vinaka, c'est dire la bonne vie. C'est l'avènement de la bonne vie. C'est l'une des notions les plus fondamentales qu'a Fidji. Alors, elle est un peu édulcorée par une imagerie touristique, mais je peux vous assurer qu'elle est réelle. Le festin porte l'espoir. Non seulement il donne l'expérience de vivre un moment de paix, d'abondance et de réciprocité, mais aussi il porte l'espoir que ça peut se perpétuer et que ce n'est pas forcément des catastrophes, des guerres qui vont survenir. L'olona, concept très important à Fidji, après, c'est le mot qui désigne l'amour inconditionnel, la joie d'être ensemble. Car une fois que tout ça est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a le droit de s'exprimer de nouveau, que les cérémonies sont clôturées après les échanges de nourriture, eh ben, on se marre, on me passe des bons. Là, ils se sont mis tubercules sur, vous voyez, c'était après un enterrement. Les gens
chantent ensemble, dansent ensemble, et c'est ce qu'ils appellent l'oloma, c'est l'amour du prochain inconditionnel. Voilà, alors je passe rapidement là-dessus, juste pour dire que, oui, je reprenais cette phrase de Paul Goodman, qui était un anarchiste américain, mais aussi un grand gestalt thérapeute et un écrivain. Marc, oui. Une minute. Une minute. La psychologie de l'abondance marche avec une économie de l'abondance. Donc voilà, si vous voulez vivre l'abondance, il faut une modalité de vivre l'abondance. Et l'échange de nourriture, le Mangiti, permet ça. Et je terminerai juste en citant peut-être le plus grand anthropologue que les îles Fidji ont connu, qui s'appelait Arthur Maurice Hocquart, et qui lui aussi avait fait de la Gestalt psychologie à Berlin. Ça a été sa première formation. Il était formé en Gestalt psychologie à l'université de Berlin avant de devenir anthropologue. Et il résumait un petit peu les réfugiés en disant ce n'est pas le gouvernement que l'homme veut, c'est la vie qu'il veut. Et à travers, malgré les tentatives coloniales d'intégrer les rituels à une forme de gouvernement, c'est permettre une vie abondance de plénitude que cherchent les Fidjiens à travers ces échanges. Voilà, j'en ai fini, j'ai fait ça au pas de cours, j'étais un peu long, j'aurais beaucoup de choses que je pouvais dire, mais voilà, Vinaka Vakaveluvu, je vous remercie beaucoup. J'ai laissé l'adresse de mon site où je parle un petit peu de ce qu'est la Gestalt thérapie pour ceux que ça intéresse. Non, parce que je présente mes excuses au nom de mes deux camarades et moi, parce qu'on n'a peut-être pas assez précisé les choses pour tout le monde d'ailleurs, c'est qu'on allait 1 heure, oui, mais en fait, faut le débat. On a mis du temps. Oui. On a laissé du temps pour le débat parce que évidemment des interventions comme la tienne posent énormément de questions, engendrent des débats. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais laisser les gens, les auditeurs prioritaires. Donc, pour ceux qui auraient des questions ou des remarques à faire, merci de le faire soit par micro, le plus simple peut-être par écrit, en posant votre question par écrit, de manière à ce que Marc Rochette puisse vous répondre. Si possible, s'il y a beaucoup de questions, tu peux le faire brièvement si tu essaies. Est-ce qu'on puisse avoir plusieurs... pour l'instant, il y a des remerciements. Donc, est-ce que quelqu'un a une question concernant les concepts ou les données ethnographiques qui ont été évoquées, la manière sur cette très belle exposé, j'ai trouvé passionnant pour ma part, avec je vais te faire un clin d'œil après. D'ailleurs, il n'y a personne qui a réagi, alors je vais te le faire maintenant. Tu parles à un moment, cher Marc, tu parles de Wakamalua, c'est ça? Wakamalua, oui, c'est l'attitude. Donc c'est l'attitude respectueuse, humble, etc., nécessaire. Alors, c'est en fait, quand j'apprenais le vietnamien au Langso, mon prof était l'arrière-petit-fils de mon prof du Vietnam, du régent Ton That. Et il était formé à l'école de Chicago par Pike, Kenneth Pike, le créateur de Émique et Éthique, et le spécialiste des langues à ton. Et il disait, en fait, dans la chaîne de communication de Jacobson, il y a 6 facteurs qui correspondent à 6 fonctions, dont pour le récepteur, la fonction conative, c'est publié en 62 dans le tome 1 de Jacobson, la fonction conative, qui est celle, en fait, du spectateur respectueux qui est à l'écoute. Eh bien, me disait ce professeur vietnamien, et je l'ai depuis ma vie entière l'a montré que c'était vrai. La fonction expressive correspond au jeu de l'acteur et caractérise l'Occident, et la fonction conative, qui est celle de l'écoute respectueuse mais dynamique, et caractérise l'Orient et donc maintenant le Pacifique. C'est tout à fait la fonction conative que tu décris, et c'est très rare que quelqu'un aborde ces questions-là, donc je trouvais ça très intéressant. Y a-t-il des questions? Alors, Florent, Marc, tu peux lire la question oui, de... Alors, ce qu'on mange au festin, c'est ce qu'on apporte, il n'y a pas une condition on apporte des produits rares, pas du tout. Alors, c'est jamais catégorique, excusez-moi. Des fois, les exposés, en tout cas, la façon dont je conduis un exposé peut m'amener à énoncer les choses sous un mode catégorique. Il y a des produits rares parce que la tortue n'était pas pêchée tous les jours et des fois les pêcheurs de tortues on leur demandait d'aller chercher une grande tortue, ça voulait dire on va chercher un homme, hein.
Et ça, c'était pas tous les jours. Et ça pouvait rentrer dans le festin. Mais donc c'est oui et non, parce que des fois il peut y avoir des festins où ce sont les produits presque du quotidien quoi, qui sont faits. C'est juste qu'il y a plus de monde, le contexte est différent. C'est le contexte plutôt on mange pas ces produits, on mange les produits des autres. C'est ça qui est important. On mange les produits des autres. Et des fois on peut aller jusqu'à manger l'autre. C'est Audricourt dans le film que Diby lui a consacré, que j'ai mis en ligne en 87, le film date de 87. Audricourt parle à un moment de la viande en Nouvelle-Calédonie puis dans les îles océaniennes, et il dit mais vous vous rendez compte, ils avaient pas, avant l'arrivée des Européens, il y avait ni cochon, il y avait juste des dugons un peu rare. Et puis, il y a même pas de dugong. Voilà. Et donc, quand il voyait un mollet, dit Audricourt, il voyait un beau mollet bien croustillant, il était tenté, forcément. Là, c'est une expression un peu fonctionnaliste et c'est surtout de l'humour de la part de Audricourt. Oui, c'est la théorie protéinique du cannibalisme chez Ramarinaris. C'est ça. Mais ça me rappelle aussi la croisière du Snark, tu sais, de London. Oui. Il est allé avec sa femme pendant un an au Salomon, lui, c'était. En 1900 à peu près, 1900-1901, et il témoigne, c'est pas un roman, c'est une chronique de voyage, il témoigne bien alors il n'était pas ethnographe, mais de cannibalisme à l'époque, qui l'avait d'ailleurs effrayé, puisqu'ils avaient été peut-être pas, enfin, il a eu l'impression d'être attaqué, je sais pas s'il l'était, mais et donc c'est vrai qu'il y avait alors est-ce que tu peux savoir ça par tes données dans la littérature, est-ce que c'était culturel plutôt, a priori, ou est-ce que c'était survivaliste, ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a une non, je vais un peu me déplacer et aller au Tonga, hein, qui était peut-être le plus puissant royaume de Polynésie centrale, qui a failli envahir les Fidji, etc. Et eux, ils étaient ils faisaient des repas dits cannibales, mais ils étaient quasiment végétariens. Alors que ils sont considérés comme les populations humaines à la plus forte densité musculaire. C'est pour ça qu'on les prend pour le rugby. Et entre autres. C'est vrai que aussi, et comment ils mangeaient les videurs, un peu de poisson de temps en temps, etc. Non, et quand ils mangeaient un festin cannibale, c'était seulement certaines parties. On a peu d'informations, évidemment. Mais c'était pas. Le foie, ou c'était le foie ou non? C'était pas. L'œil. Je pense que pour les personnes d'autorité, c'était l'œil souvent. Eh ben. Il y a des symboliques, je sais pas. Et une question de Monsieur BNN, je sais pas, ou Madame BNN, je sais pas si ça. Parce que c'est aussi de préparé, non préparé. Voilà, c'est imprononçable. Oui. Vas-y, si tu peux répondre. Alors, excuse-moi, je la lis. Lorsqu'il est question de menu, comme c'est important, tu as une préparation culinaire, mais pas seulement. Non, là, franchement, je suis un peu catégorique, mais pour faire court, je dirais non. C'est parce que le fruit, il est consacré parce qu'il est partagé. Le fruit, soit cuit ou cru, n'a aucune espèce d'incidence. Pour moi, c'est de la construction. On peut construire beaucoup de choses avec des faits culturels, mais en tout cas, dans l'exemple fidjien, c'est la consécration, c'est le fait qu'on pose et qu'on dise, voilà, ça, c'est pour cette personne, ça, c'est pour cette personne. Voilà, c'est ça qui le rend sacré. Question de Mathieu Michler, qui y suit, si tu peux la lire. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu parlais aux missionnaires catholiques en lien avec la cérémonie de l'Eucharistie? Très bonne question. Alors, à Fidji, les catholiques qui sont présents, mais sont minoritaires, c'est pas eux qui sont arrivés, c'est surtout des méthodistes. Et évidemment, les missionnaires, n'ont pas été jusque-là, malgré toutes les grosses choses qu'ils ont fait dans la traduction de la Bible, en utilisant des termes qui étaient liés aux personnes d'autorité. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très intéressant, mais ça nous amènerait très loin. Mais par contre, mais les Fidjiens le faisaient. Les Fidjiens le faisaient spontanément. Quand les missionnaires demandaient aux Fidjiens, mais vous connaissez Jésus-Christ, pour savoir ils disaient oui, on connaît très bien Jésus-Christ. Mais c'est qui? C'est vous, Jésus-Christ. Ah oui, parce que vous en parlez tout le temps, donc vous êtes Jésus-Christ. Voilà, c'est comme. Mais non, c'est pas rentré quand même dans une forme de ritualisé. Si c'est ça votre question, Mathieu.
Alors, une question d'Aurédis, apparemment, si tu peux. C'est tenu par différents hommes, un chef tendu sur votre Ça doit diaporama. Oui, ça doit être celle-là, oui. là, celle-là. Ouais. Ça c'est une coupe de cava, je peux la remontrer. C'est ce qu'on appelle tambua. Tambua, c'est le plus grand objet cérémoniel qu'il peut y avoir au Fidji. C'est une dent de cachalot. C'est de l'ivoire. Alors souvent, ça vient plus d'un cachalot, hein, mais voilà. Une quoi? J'ai pas compris. Tambua, tambua, ça veut dire Non, non, c'est une dent une dent de cachalot? de cachalot à l'origine, hein. Mais comment? Mais maintenant, c'est des objets d'ivoire. Ils achètent de l'ivoire un peu partout. Ils leur donnent une forme de dent de cachalot, quoi. Mais, Ah, okay. mais à l'origine, c'était ça. C'était des objets extrêmement rares et précieux qui se sont multipliés, bien sûr, avec l'occidentalisation et du commerce, puisqu'il y avait des cétacés qui s'échouaient sur les plages. Quand tu vois cette remise de collier, tu penses à la Kula aussi, non, de Malinowski. Les bracelets, les colliers, c'est pas ce genre-là? Oui, c'est différent dans le sens que le tambua, ça crée une obligation très très puissante. Elles ne sortent pas comme ça, et quand elles sont données. Ah non, mais je parlais pas de la fonction, je parlais de la forme du collier. Ah, la forme? Attends, je vais vous montrer. Non, parce que on la voit pas bien là. Attends, sur l'autre, on voit peut-être mieux. Attends. J'ai une diapo. Oui, il y en avait une où on voit de près, oui, au début. Voilà. Voilà, c'est ça. Avant. C'est là. Voilà. Vous voyez bien, il l'a dans la main, là, une main de Fidji. Je pense que ce monsieur a de très grandes mains. Et comment donc voilà, c'est un peu la forme d'une dent. Vous voyez, une dent de cachalot. Bon, je ne fréquente pas tous les jours des cachalots, mais j'imagine qu'ils ont des dents un peu semblables, quoi. Ok. Là, les fibres, c'est en quoi? Les fibres, c'est ce qu'on appelle du cinet. C'est de la bure de coco qui est tissée. Oui, il y a une fonction sacerdotale dans le tissage des cordes, hein, puisque les Fidjiens étaient aussi une partie des Fidji étaient des marins, mais aussi tout ce qui était utilisé, le cinet. Bon, j'ai écrit une étude là-dessus à propos d'un objet cérémoniel, mais comment voilà, alors l'objet tenu, voilà. Est-ce qu'ils chassaient les têtes aux Fidji ou pas? Au Fidji, non. Non, c'est pas comme en Nouvelle-Irlande ou dans certaines régions de la Papouasie, pas toutes. Non, il n'y a pas de chasse aux têtes. On chassait tout le bonhomme. Hein, le mauvais œil, en fait. Le mauvais œil. Mais c'est vrai que je pense, bon, puisqu'on parlait un petit peu de la consommation du Mbakola, la consommation de cannibale, c'est une sorte de négation, justement. Le repas cannibale, c'est l'apogée de la guerre. Et qu'est-ce que c'est? On empêche, c'est un peu comme dans la tragédie grecque, on empêche à nos ennemis d'avoir accès à la dépouille qu'on a tuée parce qu'on le consomme. Et donc, on les empêche de faire un culte de l'ancestralité, c'est-à-dire de créer une divinité à partir d'un défunt. C'est ça. Marc, je te remercie. On va être obligé de s'arrêter là parce que, alors, on peut reprendre des éléments pour ceux qui seraient intéressés dans le débat final demain. Ce soir, je ne sais pas si on en a. On en a un? Si, on en a aussi ce soir. Ouais. Non? Si, on en a. On peut, à la fin des séances, après 17h, on peut revenir sur des thèmes pour ceux qui seraient intéressés. Mais là, il faut que je passe la parole à mon camarade. Je donne la parole à Mathieu pour présenter le prochain. Oui, ça va?